Bonjour et bienvenue dans Sans Détour pour une des dernières émissions de la saison. Avec un temps pareil, il fallait absolument qu'on soit en extérieur. Alors, on est à Venanceau et puis avec Nicolas Saillour, le directeur de l'ADMR, l'aide à domicile en milieu rural, on va aller du côté du Poiré-sur-Vie. Si vous ne connaissez pas le Moulin à Élise, il faut absolument que vous y alliez. On va aller se promener dans le coin, il y a plein de jeux pour enfants, il y a aussi quelques daims si je me souviens bien. Et puis c'est une plateforme de verdure extraordinaire. Nicolas Saillour donc, qui est notre invité, avec un nom comme ça. Il n'est pas d'ici. C'est un bon breton, c'est même un finistérien. Il est de Landerneau et il est en Vendée pour diriger l'ADMR, aide à domicile en milieu rural. Je vous fais juste le portrait rapide de l'ADMR pour vous donner la mesure de ce que c'est que cette association. Il n'y a pas moins de 110 structures qui sont affiliées à l'ADMR. 110 associations diverses et variées qui sont coordonnées par le travail de Nicolas Saillour. Et il y a plus de 50 000 Vendéens de tout âge, de tous horizons, de la personne âgée à la petite enfance, des familles, des femmes seules qui sont aidées par l'aide à domicile en milieu rural. Il y a un volet caritatif dans cette action et puis il y a la relation avec nos aînés, avec l'intergénération. Tout ça va être au cœur de notre conversation avec donc Nicolas Saillour. Bonjour Nicolas, comment vas-tu? Salut Hervé. Ça fait plaisir de te voir. Ben, moi aussi. Parce qu'on se connaît depuis un petit temps avec Nicolas, je suis obligé de vous le dire pour commencer cette émission. Nicolas, directeur de l'ADMR, grosse maison, beaucoup de caritatifs finalement dans ton travail. Quand on est manager à la tête de tout ça, est-ce qu'on se rend compte qu'on est dans le service aux personnes et dans l'intime parfois? Est-ce qu'on a encore cette mesure-là où on est dans les dossiers, la gestion, le management? Ah non, on est un petit peu dans les dossiers et la gestion, mais on est surtout dans l'aide à la personne tout le temps. Enfin, moi, mon rôle, c'est de redonner du sens. Ouais. Donc, en permanence, je rappelle les valeurs, l'objectif d'accompagnement. Je cite souvent la notion de respect de la personne, par exemple. Et je dis toujours qu'une valeur, ça ne sert que si elle est mise en œuvre. Donc, je prends des exemples et je demande c'est surtout les nouveaux collaborateurs, quand ils arrivent, je leur dis, mais voilà, cette valeur-là d'écoute et de respect de la personne, c'est au quotidien que vous devez la mettre en place. Et donc, je cite des exemples que j'ai vus aussi sur le terrain. Si on est coupé du terrain, voilà, ça sert à rien. Donc, ça veut dire que tu peux suivre parfois un collaborateur au plus près, encore même aujourd'hui, en gérant combien de salariés? 2800. 2800 salariés? Tout à l'heure, j'étais aux herbiers. La semaine dernière, j'étais très septier, à la Gaubretière. Et bien sûr, c'est indispensable. Ouais. Bon, alors on va continuer à parler de ce beau parcours avec ce petit accent que vous avez peut-être reconnu, qui est un poil breton. Hein, et puis on va aller se promener comme d'habitude. Allez, monte. En avant. Hop. Alors dis-moi, après combien d'années en Vendée là maintenant? Alors, ça fait 14 ans. 14 ans. 14 ans, c'est ça. Je suis arrivé en mars 2004. Quel bilan tu dresses de l'aide à la personne dans le département? Nous avons 10 minutes. Alors, je ne sais pas si je vais faire un bilan. Si, ça marche bien, t'inquiète pas. Oui, dis-moi. On est sur un secteur en croissance, avec des besoins, des besoins qui évoluent. À la fois parce que les familles, aujourd'hui, elles ont besoin d'être aidées, parce qu'elles ont telle ou telle problématique pour tenir la maison, pour garder les enfants, mais aussi elles ont besoin d'être aidées dans le ménage du quotidien. Ouais. Mais le gros de l'activité, ça reste quand même l'aide aux personnes âgées, l'aide aux personnes en situation de handicap, qui souhaitent aussi vivre le plus longtemps à domicile, et ça fonctionne bien. Mais il y a aussi encore, l'ADN bénévole est encore là? Complètement, et on tient vraiment à ce que ça reste. On a quasiment 1500 bénévoles, très impliqués au quotidien, à la fois pour gérer les associations, des présidents, des trésoriers, mais aussi pour être au contact des personnes à domicile, soit pour aller faire des dossiers, soit pour aller voir si tout se passe bien, faire l'intermédiaire. C'est la notion de tiers qui est importante. On appelle ça le triangle d'or à la DMR. Entre la personne à domicile et l'intervenant, on a le bénévole qui peut servir à écouter, à soulager ou à retransmettre des informations. Oui. Est-ce que finalement on n'est pas passé à la professionnalisation à cause du nombre de règles, de réglementations en vigueur, etc. Est-ce que finalement le bénévole n'a pas un peu perdu de son sens, quoi?
Il a fallu le recentrer. Moi, je pense qu'il a retrouvé son sens. Est-ce que c'est dommage ou pas? Voilà. Non, mais moi, je pense qu'il a retrouvé son sens. Le rôle d'un bénévole, c'est pas d'aller faire du papier, de gérer un planning ou voilà. Le rôle d'un bénévole, c'est au contraire, hein, le sens, c'est le service à la personne, c'est le fait d'être utile, d'être au contact des personnes à domicile et pas le reste. Donc justement, les professionnels que l'on a mis en place, des secrétaires coordinatrices, des responsables de secteur, oui. Permettent justement aux bénévoles de trouver leur place un peu mieux. Alors Nicolas, tu as été scout? Ah, comment tu sais ça? Oui, j'ai été scout de France. Moi, j'ai fait le lien. Alors évidemment, quand tu as été 3 ans chef pionnier notamment, ouais. J'ai fait le lien. Et je me suis dit, si l'aide, c'est qu'il a pris goût à ça aussi dans les valeurs du scoutisme, c'est vrai ou pas? C'est difficile à dire en fait. Moi, quand j'ai fait des études, et puis je me disais, bon, si ça se trouve, je vais finir à travailler dans un siège social à Paris, ça me force. Ça m'a fait des études de droit, des ESS après, de management, c'est ça? Ouais, de gestion à l'IAE. Voilà. Ah, j'ai essayé de comprendre, j'ai pas tout compris. Hein. Ah bah en fait, je voulais être commissaire de police. D'accord. Donc j'ai fait du droit. Puis en fait, ça m'intéressait plus trop. Et j'ai aimé le droit, mais plutôt le droit des affaires. Puis je me suis dit, mais si je dois travailler dans une entreprise à faire du droit, autant connaître un peu la gestion, le management. Puis en fait, ça m'a vraiment plu. Voilà. Et puis par hasard, j'ai répondu, j'avais 23 ans, sortant de l'école, quoi, enfin sortant de l'université et de l'IAE. Je réponds à une annonce, je rencontre le staff de direction générale d'une grande association du secteur médico-social que je ne connaissais vraiment pas. Et puis je deviens attaché de gestion et d'administration, donc je mêlais les deux compétences et puis après je suis grimpé. Donc c'est un peu le hasard qui fait que je suis arrivé dans le secteur social. Mais en effet, c'est certainement pas le hasard si j'y suis resté. Ah, voilà. Oui. Derrière, ce sens du service a été développé. Okay, mais alors du coup, je te repose la question différemment parce que c'est rigolo, j'ai pas souvent des scouts dans cette émission. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, d'être scout? Moi, ça m'a apporté de l'autonomie. Je me souviens qu'à 14 ans, ou à 13 ans, je crois, j'ai vécu 48 heures seul dans la nature avec mon sac à dos, et là, il faut se débrouiller. Ouais. On a 24 heures tout seul, et puis 24 heures au contact de la population, où on va rendre un service dans une ferme, et en échange, ils nous logent dans l'étable, d'ailleurs, bouffés par les pieds léchés par les moutons. Mais ça apprend énormément l'autonomie, et là, au bout de quelques heures, on se promène tout seul dans la nature et on commence à se parler. Ouais. On se parle tout seul, hein, à soi-même. On se dit, waouh, c'est drôle quand même. On grandit en fait face à soi-même. Ouais. Et je pense aussi que ça m'a appris comme le sens du service à l'autre. En tout cas, assez rapidement, j'étais responsable d'équipe, chef, tout ça. Et on s'occupait des plus faibles, on les aidait à grandir. Ouais, c'est ça. Sans forcément avoir voulu être leader au début ou sans forcément... Ça s'est fait comme ça, je pense. Je ne sais pas si on est ou si en tout cas on a peut-être des prédispositions et puis. Puisque tu le dis, est-ce que tu es un leader dans ton environnement? Tu as été président de la Jeune Chambre économique, tu es au conseil d'administration alors c'est la maison. Alors vas-y, dis-le parce que je vais pas le retrouver. Plusieurs choses. Ah, il y en a que j'ai pas senti en fait. Je sais pas, je suis la NDAV, pardon, j'ai vu que tu étais au conseil d'administration. Ah non, même pas. Non, je suis le trésorier de l'HAD, l'hôpital à domicile. L'hôpital, oui. J'étais président du CJD, le centre des jeunes dirigeants d'entreprise. Puis président de la Jeune Chambre économique. D'accord. Là, je suis président actuellement de l'association des anciens de la Jeune Chambre. C'est les anciens jeunes, quoi. Voilà. D'accord. Parce qu'après 40 ans, on est moins jeunes. Bon. Donc, mais ça n'a jamais été une volonté de ma part de prendre une présidence. Au contraire, hein, ça se fait comme ça, quoi. Mais tu arrives à tout faire? Bah ouais, c'est une question d'organisation. Bah, je suis pas très télé, moi, le soir, déjà. Donc, du Bravo. coup, ouais. Toutes mes félicitations. Mais c'est ça mon problème, c'est même TV Vendée, j'ai du mal à regarder. Mais j'essaye de me rattraper sur Internet. Je te félicite pas. C'est très pratique. Pas. De 22h à 23h le soir, paf, c'est bon. Voilà. Okay, non, j'en fais moins maintenant. J'en fais un peu moins maintenant, heureusement. Mais parce que ça se fait tout seul, parce que ça apporte aussi à ton métier que de pouvoir prendre de la distance et de se retrouver au cœur d'autres associations avec d'autres entrepreneurs. Ça a pris à mon métier le fait d'être au centre des jeunes dirigeants, au CJD, ça c'est sûr. Pouvoir réfléchir avec d'autres dirigeants sur le bien-être au travail, sur la formation, se confronter aussi à des fragilités, à des incertitudes, hein, parce que c'est pas si simple. Et ben, ça relativise les propres difficultés que l'on ressent. On voit d'autres collègues qui sont aussi en recherche. Voilà, on s'entraide. Oui, tu t'aperçois que tes problématiques de patron, on dit souvent que le patron est solitaire, en fait.
Voilà, ça te permet à toi de prendre un peu de distance. Bien sûr. Comment tu t'organises à la maison? D'abord, est-ce que tu es le leader à la maison? Et ensuite, est-ce que tu as du temps pour ta famille? Alors, j'ai une femme et 3 filles, donc il faut laisser tomber, hein, c'est compliqué. Hein. Ouais. Ça parle beaucoup. Ah ben, en plus, t'es le seul homme. Ouais. Mais bon, Pas simple. quelquefois, il faut organiser les choses. Non, mais on organise même alors, il y a un tour de service, celui qui débarrasse des vides de la vaisselle, voilà. Et quelquefois, un tour de parole, même. Hop, hop, toi Ah d'abord. Ah bah oui, sinon, c'est pas possible. Et tout le monde a quelque chose à sympa, les dire. mecs à la table. T'as le carton vert, c'est à Mais toi c'est de parler. sympa, ouais, mais c'est sympa. On va écouter le morceau de musique que tu as choisi. Tu l'as choisi parce que c'est le dernier que t'écoutais, en fait. Ah bah bravo. Moi qui demande à donner du sens dans cette émission. Non, il n'y a pas que ça. C'est Kunz. À notre assemblée générale de la Fédération ADMR, on a passé Kunz pour faire les transitions entre chaque moment. Alors du coup, D'accord. voilà, ça me plaît bien. Ouais, c'est un c'est morceau sympa. du moment, sympa. D'accord. Comment ça s'appelle? Kunz. D'accord. Eiffel Soban. D'accord. Et nous allons au Poiré-sur-Vie. On va se promener, tu as vu le temps. Et on arrive d'ailleurs, je vais le clocher. On va au moulin à Élise au Poiré-sur-Vie. Ah ouais, très bien. Pour 2 raisons. Parce que le moulin à Élise raconte une histoire, l'ADMR aussi, et c'est tenu par des bénévoles. Et puis parce que c'est des coins de balade où les personnes âgées peuvent se retrouver un petit peu, avec des jeux pour les enfants. Et voilà, je me suis dit que ça réunissait tout ce qu'il fallait pour qu'on continue à parler notamment d'intergénération. Super. On écoute. C'est sympa, hein? Oui, c'est sympa. Nicolas, la DMR en Vendée, c'est la première de France. Ça, je l'ai appris avec toi. Ben oui. En depuis effectif ou en personne aidée? Les deux. À la fois en effectif de salariés, en nombre de personnes aidées, en chiffre d'affaires et puis en diversité d'activités. D'accord. Ouais. Comment tu expliques ça? C'est lié à la diversité, Alors, au c'est sens du service vendéen? Ouais, à l'âme c'est ça. vendéenne, C'est dû en grande partie à l'histoire, à l'implication des bénévoles qui se sont impliqués pour développer le service aux autres dans leur commune, mais qui sont aussi organisés pour créer une fédération et aller porter la bonne parole dans les autres communes et créer d'autres associations. C'est ça l'histoire. Hein. Ouais. Voilà. Mais je vais te poser la question à l'inverse. Pourquoi les autres départements n'ont pas suivi? Pourquoi dans d'autres départements ça marche pas aussi bien qu'en Vendée? Parce qu'ils sont moins bons, hein, c'est tout. Ouais, c'est ça. Non, mais il n'y a pas que les bénévoles non plus, il y a aussi des professionnels qui ont eu des vraies stratégies. Moi, quand j'ai été embauché, mon président m'a dit, nous, on veut développer le service aux personnes, donc on n'est pas là que pour améliorer les choses, on veut aussi répondre, écouter les besoins, les faire remonter, et puis essayer de déployer une gamme de services qui permet le parcours de la personne tout au long de sa vie. Ouais. Est-ce que le développement de la DMR et du service en général ne se fait pas sur la terre brûlée de l'éclatement du lien familial, de l'intergénération, etc., etc. Avant, ce qui se fait aujourd'hui chez vous. Ça. Mais non. Ah, si. Mais ce qui se fait aujourd'hui, Mais... avant c'était dans les familles que ça se faisait. Oui. Les aînés prenaient soin des petits, les grands-parents aidaient, etc. Oui. Après la guerre, on vivait avec 3, 4 générations dans la même famille. Donc j'ai raison de poser cette question piège. Ouais, c'est une question piège. Mais je vais répondre quand même. Ouais, j'espère bien. Parce que c'était une époque où on avait l'habitude de vivre à 2-3 générations, voire 3-4 ensemble. Sauf que l'épouse qui rejoignait son mari et qui devait s'occuper de la grand-mère, elle ne voulait plus rejoindre le mari. Donc du coup, heureusement qu'on a facilité la décohabitation, ça s'appelait comme ça, pour justement permettre aux couples de reconstruire une famille à partir d'eux-mêmes. C'est ça. Ouais, d'accord. Et donc, moi, je pense quand même que non seulement ça a permis de répondre aux besoins des familles, mais ça a permis de créer de l'emploi aussi. Et de garder des emplois en proximité sur le terrain. Sinon, qu'est-ce qui se serait passé? C'était l'exode rural, tout le monde allait à la ville et à l'usine. Voilà. Donc tu es en train de m'expliquer, en plus de la réponse, que grâce aux entreprises de services et aux structures associatives dont la DMR, ouais, à la DMR on a aussi, parti... hein. Oui, oui. évidemment. L'exode rural a été ralenti. Ah, mais c'était une des finalités. Ça a toujours été de
créer des services pour aider les gens, mais de créer aussi de l'emploi pour maintenir les populations sur le territoire. Ouais. Voilà. Alors, créer de l'emploi, là, on ne parle pas de l'emploi de service, on parle de l'emploi tout court. Si. Là, on parle de l'emploi de service aux personnes. De l'emploi de service. Voilà. Donc ça c'est une finalité récente, en fait, au final, ça. Non, l'origine, c'était ça. Parce qu'il y avait beaucoup de bénévoles, tu disais. Oui, mais les bénévoles, c'est eux qui créent de l'emploi. Ils ne sont pas contre l'emploi. Et c'est eux qui, par l'innovation et le développement de services, créent les emplois pour les aides à domicile. D'accord. Bon, on va continuer à discuter. Nicolas Saillour, je rappelle que tu es donc le directeur de la DMR. Est-ce que tu vois émerger des nouveaux besoins de services aujourd'hui aux populations? Et lesquels? Oui, bien sûr. Les personnes âgées, clairement, veulent rester de plus en plus longtemps à domicile. Et oui, or, on vieillit et donc la dépendance arrive à un moment. Alors attention, on peut vivre tout à fait très longtemps sans dépendance, mais n'empêche, à un moment. Donc ça veut dire des besoins de soins, des besoins de médicalisation vraiment ou d'adaptation du logement, de la téléassistance avec toutes les nouvelles technologies qui arrivent. Oh, attention, hein, beaucoup de gadgets, beaucoup de bêtises. La domotique? Ah ben oui, voilà, justement, beaucoup de bêtises. Oh non, c'est pas de la bêtise, la domotique. Non, mais appuyer sur un bouton pour que le volet se lève, évidemment, c'est très bien, c'est très efficace. Mais mettre des détecteurs dans les toilettes ou sur le frigo pour alerter une centrale, je sais pas où, à l'autre bout de la France, pour dire « Ah, ça fait 3 jours qu'il n'a pas ouvert son frigo, et là, il y a sûrement un problème. » Bon, c'est bien gentil, mais les gens ne paieront pas pour ça. Enfin, moi, j'en suis persuadé. Il y a d'autres choses, il y a des chemins lumineux, des détecteurs de chute, ça c'est pertinent, mais pas tout, quoi. C'est pas parce qu'on a réussi à inventer un truc techno que ça va correspondre aux besoins de la personne. L'avenir est quand même chez les personnes âgées au maintien à domicile? Ah, clairement. Très clairement. C'est la fin un peu des grandes unités de maisons de retraite, tu penses? Eh ben non, c'est pas la fin, au contraire, et presque hélas, mais les gens vont rester au domicile de plus en plus longtemps. C'est une tendance, c'est une volonté de la population, et donc c'est une volonté relayée par les politiques et par l'ARS, l'Agence régionale de santé. Et donc, ils vont aller en établissement très tard, quelquefois pour les 3, les 6, les 9 derniers mois de leur vie. Et là, il va falloir des établissements très médicalisés, ultra médicalisés, et donc des structures un peu plus importantes que ce qui existait avant. Et on parle des enfants et des petits un peu quand même. Dans le développement des services, il y a notamment les mamans seules. J'imagine que ça a de l'importance. Bien sûr, à la fois pour la garde d'enfants, mais aussi pour aider à compenser ces difficultés familiales. Et donc la DMR a mis en place soit des services de garde d'enfants, on fait plus de 100 000 heures par an de garde d'enfants, c'est gigantesque. Hein. Et bien sûr des travailleurs sociaux, des TISF, qui interviennent pour aider les mamans à s'organiser, à gérer leur budget, à tout simplement identifier là où elles peuvent se faire aider par des travailleurs sociaux ou par tout simplement l'école, etc. T'as pas peur de la judiciarisation de tout ça? On est dans des procédés où dès qu'il y a un petit pétouille, il faut les porter plainte, il faut trouver un responsable, etc. C'est vrai. Ça sonne un peu à la fois la fin du bénévolat et en même temps des procédures extrêmement contraignantes pour les personnels, notamment de la DMR. On le voit déjà. Donc, oui, mais en même temps, si on a peur de ça, on ne fait plus rien. Donc nous, on est là pour aider les gens, on essaie de le faire bien. On a une obligation de moyens, hein. On n'a pas une obligation de résultat, mais on met tout en place pour essayer d'aider les gens. Et puis voilà, un jour, il y a un accident, un jour, il y a une difficulté. Ça arrive dans les soins, notamment. Ça a pu arriver une fois ou deux, mais c'est quand même très rare. Et puis, on est encore en Vendée quand même, avec de la bonne volonté, de la bonne foi. Alors tant que ça fonctionne comme ça... En tout cas, c'est bien. On se fait confiance. Ouais, c'est bien. Bon, alors ça fait 14 ans que tu es à la DMR. Dans 14 ans, tu es où? Tu passes de l'autre côté, tu fais appel à la DMR. En fait. Dans 14 ans, ouais. Mais attends, je fais déjà appel à la DMR. Ah bon? Mais bien sûr, tout le monde y a droit. Moi, tous les vendredis après-midi, le ménage, mes chemises, ça sont repassés par la DMR. D'accord, très bien. Mais dès la naissance, on y a le droit. D'accord. Ouais, c'est bien. Il est bon vendeur quand même. Hein. Il vend bien sa soupe. Non, mais tu te vois où? Tu te projettes ou tu te projettes pas? Parce que tu m'as dit que ça faisait 14 ans que tu étais là et que tu t'éclates. Ça s'est senti dans notre entretien toujours autant. Ouais, j'adore. J'adore ça. À la fois mon métier et puis en fait le métier de service à l'autre. C'est passionnant. Ce que je fais aujourd'hui, je le fais, ça n'a rien à voir avec ce que je faisais il y a 14 ans en arrivant. On a professionnalisé, on va continuer de le faire. On développe de nouvelles activités, on a développé des établissements. Il y a certains qui commencent à dire mais on aimerait bien être avec vous et on essaie de mutualiser des moyens. C'est super. Ouais, donc tu n'es toujours pas là, du verbe lasser. Ah non, carrément, je suis là. Et bien là. Voilà. Bien. Ce sera le mot de la fin. On se retrouve dans 8 jours. Merci Nicolas pour un nouveau numéro de Sans Détour. À la semaine prochaine. Salut.